Ce podcast vous est présenté par Sendwave, l'application révolutionnaire pour envoyer de l'argent rapidement, en toute sécurité et à moindre coût. Avec Sendwave, envoyez de l'argent facilement vers le Maroc, le Cameroun, la Tunisie, Madagascar, la République démocratique du Congo, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Mali. Sendwave, ici, là-bas, avec vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Cannes Stories. Vous avez connu les previews, vous avez connu aussi les stories. Bienvenue maintenant dans un nouvel épisode où on va débriefer maintenant que la Cannes a commencé. Et pour cela, on va essayer de faire ça donc à chaque fin de journée et ensuite les huitièmes, les quarts, les demi, les finales. Nous sommes en direct de Rabat au Maroc et aujourd'hui c'est Guillaume Trouillet, journaliste à Beansport, qui me fait le plaisir de m'accompagner dans ce podcast. Bah, t'as dit le bon mot, c'est un plaisir d'être avec toi Baptiste pour débriefer cette première journée de la CAN. On a vu des belles choses, du beau football et vécu des belles émotions, donc c'est un plaisir de débriefer tout ça avec toi. Eh ben, on va essayer de faire ça au mieux. Déjà peut-être avant on peut commencer, tu peux peut-être réexpliquer toi ce que tu fais là sur ce dispositif. On est avec Julien Chaput et Robert Malm qui sont aux commentaires. Toi, tu as une autre fonction. Exactement, ouais, un rôle un peu hybride, dans le sens où Julien évidemment et Robert commentent les matchs. Et moi en fait, ce que je fais, c'est principalement les interviews d'après-match, après chaque rencontre qu'on diffuse sur beIN et que nous couvrons en tant que trio. Ce que je fais aussi avant, c'est essayer d'avoir des invités dans les avant-matchs, mais également des fois être simplement en duplex, en direct, par exemple avant le match de la Tunisie, pour raconter un petit peu les conditions qui n'étaient pas forcément évidentes, mais on va sûrement y revenir. Et puis l'autre rôle un peu, je disais hybride, parce que ce que je fais aussi, et ce qu'on fait d'ailleurs un petit peu ensemble, puisque tu t'occupes aussi des réseaux sociaux, c'est de faire vivre un petit peu cette CAN en faisant des reportages, des interviews, en allant à la rencontre des fans, des joueurs aussi, des entraîneurs. On essaye de s'incruster un peu dans les zones mixtes, là où il y a les interviews qui se font avec les joueurs. Et puis au cours de la CAN, de rencontrer des supporters. Voilà, c'est ce qu'on a fait ces derniers jours. Et puis de retransmettre tout ça dans des reportages que vous voyez sur beIN. Et il faut le dire, on s'est bien amusé parce qu'on en a fait des choses. Cette petite équipe a commenté des beaux matchs. On a commencé évidemment par le match d'ouverture du Maroc face aux Comores. On a ensuite continué avec la Tunisie et l'Algérie hier. Pas plus tard que ce matin, on était encore à la conférence de presse du Maroc. Et les Lions de l'Atlas vont d'ailleurs rejouer dès demain face au Mali. Un gros choc. Tout de suite, j'ai envie de te poser une première question. Qu'est-ce qui t'a le plus frappé? On va d'abord parler du sport, du sportif. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué là, dans ce début de compète de Cannes? On rappelle que toutes les grosses équipes se sont imposées, à part peut-être le Mali, justement. Mais voilà, qu'est-ce qui t'a marqué le plus, Guillaume? Tu m'ôtes les mots de la bouche. Ce qui m'a marqué, c'est les gros répondent présents, puisque comme tu l'as dit, il y a juste le Mali qui a chuté, qui a fait match nul contre la Zambie en se faisant surprendre dans les derniers instants. Mais tous les gros sont présents et je vais corréler ça aux infrastructures, à la qualité des terrains, des stades, des hébergements aussi, parce que c'est quelque chose de très important. Nous, on a la chance d'être à Rabat où il y a 4 stades et tu as parlé des matchs qu'on a couverts, mais il y a aussi un match qu'on est allé voir comme ça un petit peu pour se rendre compte du 4e stade de Rabat, c'est RDC Bénin. Et on a vu 4 écrins vraiment magnifiques qui ont très bien résisté malgré les conditions dans le cas du match de la Tunisie. À part peut-être la Tunisie où des fois le ballon rebondissait, mais franchement, vu ce qui est tombé, c'était assez incroyable de voir que la pelouse a très bien tenu. Exactement, c'est clair qu'il y a des moments, notamment dans les coins du terrain, où la balle avait du mal à rouler, mais on était quand même sur une pelouse de très grande qualité. Quelques instants avant le match, je discutais avec le prépa physique c'était l'Ouganda contre la Tunisie? Oui, c'est ça. Ouais. C'était l'Ouganda. Les Cranes. Les Cranes, exactement, les grues royales. Qui m'a vraiment dit que la pelouse absorbait bien la pluie, alors que vraiment il pleuvait des trombes d'eau depuis 2 heures. Et ce terrain-là, grâce à un système de drainage de dernière génération, permettait de quand même poursuivre le match, alors qu'on imagine bien que dans plein d'autres conditions, ça aurait pu être très difficile. Donc ça m'a marqué la qualité des infrastructures et la qualité du jeu qui a découlé de ces bons stades, des bonnes conditions d'entraînement. On avait déjà loué, et quand je dis on, je parle aussi des participants, des équipes, des staffs avaient déjà loué en Côte d'Ivoire la qualité des infrastructures. Là, on sent qu'on a franchi encore un palier parce que quand on est allé couvrir l'entraînement de l'Algérie à l'Académie Mohamed VI, c'est aussi là que s'entraîne par exemple le Maroc ce soir et d'autres équipes. On voit des terrains vraiment d'une très grande qualité, que ce soit en match mais aussi à l'entraînement. Et ça, c'est sûr que ça change tout. Alors que, évidemment, il pleut. Depuis qu'on est arrivé à Rabat, on va pas se mentir. Il faut en parler quand même de cette météo. Alors, c'est aussi l'hiver ici.
C'est pas peut-être la neige que vous avez eue le soir de Noël ou ce matin, mais en tout cas, les conditions météorologiques sont quand même compliquées. Très changeantes. Des fois, du grand soleil, on va commencer à enlever la chemise. Et puis, quelques minutes après, de la pluie. C'est très dur de suivre. Je pense que même pour les joueurs aussi. Mais en tout cas, ça change des cannes anciennes où peut-être il y avait eu des chaleurs qui étaient un petit peu plus dures à anticiper. Et là, ça ressemble plus quand même à des conditions qu'on a en Europe. Avec, comme tu l'as dit, des belles pelouses. Et donc forcément, je pense que le jeu n'en est que gagnant également. Ce qu'on pouvait dire aussi par rapport à ce que tu disais et le fait que toutes les grosses équipes ont gagné, on en a parlé tous les deux tout à l'heure, c'était aussi bien le calendrier qui fait qu'il n'y a pas eu de gros chocs pour l'instant dans chaque groupe. Toutes les grosses équipes ont joué des plus petites équipes. Et eh bien, qu'est-ce qui nous attend dès la prochaine journée? C'est des chocs en fait. Quasiment toutes les grosses équipes s'affrontent. Et donc, il va y avoir des déçus, des heureuses, des équipes qui vont commencer vraiment déjà à montrer les gros bras. Pourquoi je dis ça aussi? C'est parce que quand on a vu, nous, le Maroc, l'Algérie, on voit qu'il y a encore voilà, il y a de la marge, il y a beaucoup de choses qui peuvent être encore modifiables et pour que ça arrive à vraiment un gros niveau. Donc, c'est peut-être pas encore ces équipes-là qui sont sorties du lot, peut-être comme le Sénégal ou d'autres. Qu'est-ce que tu en penses de ça, Guillaume? Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a des sélections qui ont fait preuve vraiment d'une sérénité, je dirais, assez impressionnante et qui ont vraiment surclassé des adversaires qui, on va pas se mentir, paraissaient plus faibles et ont montré qu'elles étaient un peu plus faibles. Je pense à la Tunisie qui a vraiment montré qu'elle avait de la maîtrise, qui a voilà, géré son match de A à Z quasiment en prenant un but quand même en fin de rencontre, mais qui globalement a fait une très bonne impression. Le Sénégal aussi t'en a parlé. Mais c'est vrai que sur le Maroc et l'Algérie, par exemple, on a la sensation qu'ils peuvent faire encore mieux pour des raisons différentes. Un Maroc qui jouait avec une pression colossale sur les épaules, face à un adversaire comorien qui quand même avait des joueurs qui ont eu quelques petites références lors de la CAN 2021 qui s'est jouée en 2022 au Cameroun, avec un huitième de finale, on s'en souvient. Et donc déjà une première aventure en CAN pour certains de ces joueurs et certains des cadres de cette équipe. Donc pas évident avec le contexte du match d'ouverture. Pour les Marocains, moi personnellement, j'ai pas vraiment d'inquiétude. On a vu qu'une fois que la pression était retombée, qu'ils avaient ouvert le score, une équipe qui de plus en plus tentait des choses et faisait preuve de confiance en elle. Donc je pense que ça va monter en puissance. Pas d'incertitude quand même avec cette défense qui reste un peu en construction ou en rafistolage avec les blessés, Il y en notamment a, Romain Saïs. exactement, il y en a. C'est vrai qu'on a vu Romain Saïs malheureusement qui est indisponible pour une durée indéterminée. Donc ça, indice aussi, on a vu Abdelhamid Aïd Boutlal aujourd'hui En conférence de presse. en conférence de Donc, presse. Donc est-ce qu'il jouera? Il est réclamé par le peuple marocain en tant que titulaire. On le verra parce que c'est vrai qu'Ali Hamik n'a pas non plus apporté des garanties impressionnantes en défense centrale. Et puis en Hakimi qui reste, il reste Exactement. vraiment un flou autour de lui. Est-ce qu'on va le C'est voir ça. dans les phases de poule? C'est un gros chantier. Ouais. Je pense que quand on écoute un peu entre les lignes de ce que dit Walid Regragui, il a envie de le préserver, mais aussi quand même qu'il ait un certain rythme et qu'il n'arrive pas comme ça pour une demi-finale directement, ce qui ne serait pas évident. Donc voilà, il y a des incertitudes sur cette défense, tu l'as dit. Il y avait eu aussi des petites erreurs. Hein. À Guerd qui avait cru entendre des sifflets et du coup une énorme occasion de Rafiki Saïd qui aurait pu égaliser. Donc il y a voilà, des points d'ajustement, c'est clair. Maintenant, voilà, c'est quand même une équipe qu'on connaît et qui sera très très impressionnante, surtout à domicile, s'ils arrivent à transformer cette pression en pression positive et en motivation. C'est un très bon test, hein, le Mali. C'est ce qu'on a entendu. Walid bon Regragui l'a dit. Là, il y a quelque chose vraiment. On va vraiment voir demain ce dont le Maroc est capable. Exactement. Et j'ajouterais même que ça aurait été encore plus intéressant si le Mali avait gagné. Parce que le fait que le Mali se retrouve avec ce match nul contre la Zambie dans les dernières minutes, déjà c'est un coup derrière la tête. Mais en plus de ça, le Mali va jouer avec une pression supplémentaire qu'ils n'auraient pas eu s'ils avaient gagné également. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, je pense que c'est une petite chance pour le Maroc. Donc voilà, on verra ça avec le match de tu demain. vois du coup demain quand même une victoire du Maroc? Ouais, je pense quand même. Parce que le Maroc s'avance avec 2 points de plus que le Mali. Voilà, la qualité qu'on connaît de cette équipe. Je pense qu'il y aura encore un public qui aura à cœur de montrer parce que je pense qu'on en reparlera au niveau de l'ambiance, mais on espérait peut-être encore un peu plus d'intensité dans l'ambiance. Mais juste avant de refermer cette page des favoris, je voulais un petit mot sur l'Algérie aussi. Dans ces équipes-là, voilà, où on se dit ils peuvent montrer plus, ils peuvent montrer mieux. Et je pense que c'est corrélé aussi avec le manque de rythme de certains joueurs. On voit un Ismaël Benasser qui a besoin de retrouver du rythme, donc c'est bien qu'il ait pu jouer une bonne partie de cette rencontre, mais qui quand même peine un petit peu à montrer avec d'autres joueurs
joueurs aussi qui ont un peu moins de temps de jeu. On peut peut-être penser à Aït Nouri aussi. Voilà. Il y en a certains par contre qui ont fait preuve tout l'étalage de leur talent. Riyad Mahrez, voilà, qui a répondu aux détracteurs parce que c'est vrai qu'il était pas mal critiqué par les suiveurs, les supporters algériens. Certains voulaient peut-être le mettre à la retraite. Bon, bah voilà, il a répondu Riyad Mahrez. Et à tout l'inverse, Lucas Zidane qui faisait que sa deuxième sélection avec les Fennecs et qui a rassuré finalement parce que c'était quand même pas un cadeau de Petkovic de le lancer comme ça dès la première journée de Cannes. Il a répondu présent devant son papa. Ah ouais, Zinedine, c'était assez impressionnant de vivre ça dans le stade quand Zinedine Zidane est apparu à l'écran vers la 20e minute de jeu. C'est peut-être la première fois où on a vraiment entendu de l'ambiance dans le stade parce qu'il y a eu du mal, les supporters ont eu du mal à rentrer dans le stade. Vous avez peut-être vu ça sur les réseaux sociaux et c'est vrai. C'était quelque chose d'assez fort, je trouve. Je pense qu'on va se rappeler de ce moment et de ce premier match de Lucas Zidane. C'est un moment très marquant de la CAN, ça c'est sûr et certain, parce qu'on parlait de pression pour le Maroc. L'Algérie avait une sacrée pression aussi. Dernière victoire, c'est la finale en 2019, 2 CAN sans gagner, 2 CAN en étant éliminés dès la phase de groupe. Et Lucas Zidane a vraiment été bluffant, parce qu'il y a eu quand même quelques erreurs défensives algériennes contre un adversaire qui était... Là encore, pas vraiment très dangereux, le Soudan. Et pourtant, les Algériens se sont mis en danger. Et il y a eu 2 arrêts très importants de Lucas Zidane, notamment cette sortie dans les pieds qui n'est pas évidente à négocier et qui négocie très bien. Et le public ne s'est pas trompé. Tout le stade directement, zizou, zizou. C'était assez impressionnant, assez drôle à voir. Et puis quand il est apparu sur l'écran, la réaction du stade, c'était assez exceptionnel. Donc un grand moment de cette CAN. Et il y en aura d'autres, évidemment. On les attend avec impatience. On les attend avec impatience et on a aussi attendu avec impatience Zinedine Zidane, on peut le raconter. Oui, c'est vrai. Parce que moi j'y ai cru, j'ai voulu attendre après le match jusqu'au bout pour essayer d'avoir une petite image ou même peut-être des mots du grand Zinedine Zidane. On a attendu presque 2 heures. Alors toi c'est vrai que tu y es allé très tôt. On a attendu à la sortie de l'espace VIP, parce que pour expliquer un peu, il y a des entrées différentes, etc. autour du stade. Et donc Baptiste s'est posté, tu t'es arrivé combien de temps après la fin du match Je suis sorti une vingtaine de minutes après le coup de sifflet. Bien 1 heure, 1 heure et demie. Devant cette porte VIP qui n'a pas beaucoup ouvert ses portes. Ouais, c'est ça. Zinedine, si tu m'entends, la prochaine fois, dis-moi où tu sors comme ça. Mais je vais réussir à te trouver, t'inquiète. Tu le tutoies carrément, c'est la famille quoi. Bon, c'est peut-être un peu abusé. Non, mais écoute, on espère. Mais il y a des stars à cette CAN, c'est un truc intéressant aussi. Oui. Parce qu'on attend, alors, au moment où on fait ce podcast, on ne sait pas. Mais on espère. Il y a quand même de gros grosses bruits sur le fait qu'il soit là demain pour le match du Maroc. On parle Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé évidemment, qui seraient potentiellement ici en vacances pour voir jouer leur ami Achraf Hakimi. Indice aussi sur Hakimi qui va jouer ou pas? T'en penses quoi toi, Baptiste? Moi j'y crois pas. Mais un peu tôt. Oui, mais en même temps, c'est le match où il peut en avoir besoin. Mais moi je le voyais encore à l'échauffement du match contre les Comores. Il était presque limite à sautiller sur un pied dès qu'il y avait un petit moment où il devait récupérer un ballon parce qu'il faisait un taureau. Ouais. C'est vrai qu'on a vraiment épié l'échauffement d'Achraf Hakimi, notamment dans l'avant-match où Vanessa Lemoine, Benjamin Moukonjo et Jawad Zahiri étaient présents pour présenter le match. On avait l'œil sur Achraf Hakimi et déjà, alors là j'ai l'impression de ne pas dire de bêtises, parce qu'évidemment quand ils sont sortis faire le tour d'honneur les joueurs au début de l'échauffement, je te regardais partout, il est où Achraf, et en fait il est arrivé un petit peu plus tard, il n'a pas vraiment fait tout le tour. Et tu sentais, comme tu dis, que vraiment, la cheville, on y va doucement. Tous ses pas. C'est ça. Maintenant, à l'échauffement, lors du taureau avec les joueurs remplaçants, on l'a vu quand même faire des petites passes, pied gauche, etc. Donc c'est pas non plus une cheville en verre. Non. C'est en bon chemin. Et Walid Regragui, d'ailleurs, en a parlé en conférence de presse ce matin en disant que c'était en phase de retour et en bonne phase. Et ce que je peux rajouter aussi, c'est que même s'il ne joue pas, on voit vraiment l'impact d'Achraf Hakimi dans le groupe marocain, qui est assez jeune finalement. Et j'ai trouvé aussi que il apportait ce côté cadre vraiment de l'effectif, alors qu'il est encore assez jeune finalement. Oui, c'est vrai. Et voilà, donc ça c'est à suivre. Ouais, puis leader aussi, je me permets de dire ça, parce que pareil, de notre expérience nous au stade, dès qu'il y a sa tête sur l'écran géant, c'est la fiesta dans le stade, tout le monde qui hurle, c'est vraiment la star Hakimi, ici. C'est vraiment la star. Ah, c'est impressionnant. Et pour vous expliquer, même moi j'essaye de demander un petit peu aux gens quel est le GOAT du foot africain. On pourra peut-être y revenir dans un autre épisode. Le GOAT all-time.
et le meilleur joueur de l'histoire. Et beaucoup me disent Hakimi. Alors bon, c'est peut-être un petit peu aussi par Au chauvinisme. par chauvinisme, Ouais. voilà, mais bon, en tout cas, je sais qu'il y a tout un peuple qui attend de le Ah oui, voir jouer. ça c'est sûr. Est-ce qu'on a tout dit sur le foot? On peut, évidemment, on pourrait parler de toutes les équipes, mais pour tout vous expliquer aussi, on a du mal à voir tous les matchs. C'est quelque chose, moi j'ai été assez surpris, parce que dans les zones presse, c'est très dur de voir les matchs. Il y a des écrans, mais ils ne diffusent pas forcément les autres matchs. Ouais. Sachant qu'évidemment, on doit arriver assez tôt dans les stades pour préparer. Et ça, on pourra aussi vous le montrer, je pense, sur les réseaux sociaux bientôt. Mais voilà, oui, on a dit que le Sénégal avait nous avait quand même assez impressionné. Ouais. Bah moi, c'est mon favori pour la CAN, perso. Malheureusement. Désolé, les Marocains, je vais me faire insulter. Mais le Sénégal est tellement impressionnant, tellement complet et ne joue pas avec cette pression de l'autre. Et ça, c'est pour moi ce qui fera peut-être la différence, même si bon, bah, le Maroc est évidemment le second favori dans mon esprit. Mais pour cette raison-là, le Sénégal peut tirer son épingle du jeu. Mais comme tu disais, pour rebondir sur le fait de ne pas voir les matchs, c'est peut-être ça la petite différence en termes d'organisation entre une Coupe du Monde ou un Euro et une CAN, où il y a, tu vois, des petites marges de progression sur des détails comme ça, où c'est vrai que tu arrives à l'espace presse, bah, direct, tu as les autres matchs qui sont là en direct, même, enfin, je sais pas, des stades, des trucs comme ça. Là, bah, c'est vrai qu'il y a des écrans. En fait, c'est dommage parce qu'il y a tout pour que ce soit le cas. Il y a des écrans partout, mais ils diffusent pas les matchs, quoi. Donc c'est dommage. Mais peut-être que ça va Et à s'améliorer par la l'inverse, suite. on peut le dire, enfin, en tout cas, tu me l'as souvent dit, là, ça fait Coupe du Monde. Ah oui, exactement. Et ça, pour toi qui as fait, d'ailleurs on l'a pas dit et c'est peut-être intéressant, tu as fait plusieurs CAN, je crois que tu en as fait Ouais, deux. exactement. J'ai fait celle au Cameroun, celle en Côte d'Ivoire. Et pour le coup, en suivant l'équipe de France, j'ai pu aussi couvrir l'Euro 2021 et la Coupe du Monde 2022. Donc pour le coup, ouais, j'ai eu l'occasion de voir des stades Coupe du Monde. Et là, c'est tout de suite tous, nous, ce qu'on s'est dit, mais toi aussi, hein, quand on a visité le grand stade où le Maroc joue, c'est un stade Coupe du Monde. Et franchement, les autres stades ont des places donc à 20 000 places, donc c'est pas vraiment dans les curseurs Coupe du Monde, mais c'est des stades qui sont vraiment très beaux, très esthétiques, mais au-delà de ça aussi qui sont utilisables vraiment dans une grande compétition sans que ce soit trop compliqué. Alors ça diffère un peu d'un stade à l'autre, c'est sûr, il y a des ajustements à faire, mais honnêtement, on est sur une compétition avec des infrastructures vraiment superbes et pour le coup, on a fait les 4 stades de Rabat. Franchement, il n'y en a pas un où on s'est dit ah ouais là c'est un peu dommage, c'est un peu limite. On attend de voir le stade olympique sans la pluie parce que du coup c'était un petit peu dur de travailler dans ces conditions. On t'a vu même porter le parapluie. Ça n'a pas duré tout le match. Hein. Oui, pour expliquer, pour ceux qui n'ont pas forcément vu peut-être, il y a eu un moment, pourtant Robert et Julien étaient à l'abri, mais il y a eu un moment une trompe d'eau qui est tombée pile sur leurs fiches, parce qu'ils commentent évidemment avec les fiches, les deux équipes qui sont couchées, plein d'infos sur les papiers, et d'un coup il y a eu plein d'eau, donc c'était très drôle parce qu'ils devaient gérer, de protéger leurs fiches pendant le match et tout. Bon, ça a été juste à un instant, donc j'ai essayé de me mettre avec le parapluie pour protéger tout ça. Mais Julien il m'a dit non, tu vas pas rester là comme ça très longtemps, t'inquiète pas. Mais c'est vrai que c'était assez compliqué, mais plus que pour nous, où en vérité on s'est adapté, il n'y a pas eu trop de soucis. C'est plus pour les supporters que le match de la Tunisie, il y a eu aussi des petits soucis. C'est que ce qu'ils nous ont raconté, on a eu beaucoup de retours là-dessus. C'est qu'en fait ils se garaient très très loin du stade. Donc là il y a eu peut-être des petits soucis de logistique. Je crois que c'est propre à ce stade-là. Pour les autres stades c'est un peu plus facile de se garer et tout, mais là ils ont dû se garer très très loin. Ils tombaient vraiment des trompes d'eau. Et en fait pour beaucoup le temps d'arriver au stade ils étaient déjà tous trempés. Pour les malchanceux qui étaient en plus dans la tribune en face, parce que tout le stade n'était pas couvert. Donc il y avait une grande partie du stade où les tribunes étaient sous la pluie. Stade olympique. Ah ouais, c'était dur pour eux quoi. D'il y a certaines années, parce que les nouveaux sont bien abrités maintenant. Mais ils sont restés quand même, hein. Franchement restés. Ils sont restés et il y avait de l'ambiance des supporters tunisiens, franchement c'était beau à voir, mais j'ai hâte de les voir dans des meilleures conditions. C'est clair, oui, parce que certains nous ont dit qu'ils étaient repartis quoi, du coup. On a vu des vidéos où c'était presque un pédiluve dans les travées du stade. Et même moi qui suis d'habitude bord terrain pendant tout le match, je vous avoue que là, je suis resté un petit quart d'heure et après, je suis monté avec vous parce que là, c'était... Juste le temps de voir les buts de la Tunisie et après, il est remonté. Ah oui, toujours réussir à capter les buts, ça, c'est important. Je voulais aussi qu'on parle hors foot pour un petit peu, c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure, mais faire vivre aussi l'intérieur et de cette CAN au Maroc. Toi, qu'est-ce qui te frappe dans cette ville de Rabat, là où on peut le rappeler, le roi a sa résidence principale. C'est une ville qui n'est pas très très grande. J'ai pas le nombre d'habitants, tiens, j'aurais dû vérifier. C'est pas Casa.
ni Marrakech, mais c'est une ville très agréable. Alors on espère qu'il y aura un petit peu plus de soleil, mais ou peut-être dans la façon dont les gens sont. Qu'est-ce qui t'a frappé? C'est vrai que nous, pour avoir discuté avec beaucoup de locaux, et notamment d'habitants de Rabat, on nous dit beaucoup, la ferveur, elle n'est pas forcément ici, les supporters. Il y aurait eu plus d'ambiance si le Maroc avait joué à Casa ou On a à entendu Marrakech. ça, Tu vois. ouais. On nous dit beaucoup ça. Donc, c'est vrai que ça rejoint aussi ce qu'on se disait sur le premier match de cette CAN, où le stade était plein, hein. Évidemment, énormément de supporters marocains très tôt au stade, malgré la pluie, ils sont restés là longtemps. C'est peut-être ça aussi qui a fait que l'ambiance, par moment, on s'est dit, on attendait un peu plus d'ambiance, Mais le stade d'encouragement n'était pas plein. de la part des supporters. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs soucis. Bon, il y a eu un petit peu la pluie, bon voilà, ça c'est comme ça. Il y a eu la cérémonie d'ouverture, le premier match est toujours assez long, donc les gens sont arrivés très tôt, donc peut-être qu'à la fin il y avait de la fatigue, etc. Et il y a aussi un problème majeur, mais qu'on abordera peut-être après, c'est les billets, où en fait il y a beaucoup de gens tu peux y aller. Ouais, on va peut-être faire une petite parenthèse là-dessus avant de parler de Rabat, etc. C'est qu'il y a ce problème des billets, où en fait visiblement il y a beaucoup de gens qui les achètent pour les revendre à des prix exorbitants, et c'est ce qui fait que les stades par moments sont pas pleins. L'Algérie, on était choqués, on attendait un guichet fermé, une vague algérienne, et en fait, un quart d'heure du coup d'envoi, il était quasi à moitié vide. Ah ouais, c'était assez frappant. Et en fait, c'est après, venu petit à petit. Moi, ça. là, je suis allé les suivre. Après, là, ils étaient face à la tribune presse. Ça faisait un peu de bruit. ouais. Il y a quelque chose et on les voit dans les rues, mais c'est dur à dire exactement de savoir pourquoi les stades ont du mal à se remplir. Et vous les voyez, on les voit aussi dans les commentaires, vous le dites. Mais bon, on espère que, voilà, peut-être qu'il faut aussi que l'organisation prenne ses marques et on espère que ça ira de mieux en mieux. Ouais, Parce que juste, tu as le côté aussi où en fait, maintenant que les stades sont ouverts, quand ils voient qu'il n'y a pas grand monde, ils ouvrent les stades en fait. Oui, alors on a vu ça à Agadir, voilà. notamment pour l'Égypte. Exactement. Et le truc, c'est qu'il y a une petite dérive qui commence un peu à arriver où en fait, on a eu des supporters qui avaient des billets, on a entendu ça, et qui malheureusement va se retrouver pris un peu dans la foule qui n'ont pas de billets parce que les gens espèrent rentrer pour combler le vide du stade. Sauf que du coup, il y a des gens qui se retrouvent un peu bloqués dans les files d'attente et qui ont des billets. Donc, à voir comment ça se met en place. Mais ce qu'on voit, c'est que par exemple, le match de l'Algérie, à la fin, le stade, il était quasi rempli. Donc, il faut juste que ça se mette en place. Ça, c'est souvent comme ça aussi sur les CAN où tu as les premiers matchs, la logistique. Dans d'autres CAN aussi. Exactement, au Cameroun aussi, où notamment tu avais des stades entièrement vides au début. Et après, ils ont mis une politique en place où c'était plus simple pour arriver au stade, etc. Donc, je pense que ça va se régler, quoi. Ok, bon. Mais on sent de la ferveur, attention. Ah oui, non mais évidemment. Et d'ailleurs, on peut parler aussi un peu de ça, parce qu'on est allé faire un petit jeu là, tout à l'heure dans les rues de Rabat, ou plus exactement là où entre mer et fleuve, à l'embouchure, c'était très joli. On avait la Casbah en plus en arrière-plan. Et on a fait un petit jeu en donnant, pour aller vite, le maillot de l'Algérie à des Marocains. On pensait que ça allait parfois un peu tiquer et qu'il y avait vraiment cette rivalité entre les deux pays voisins. Et en fait, pas du tout. Même moi, hier au match de l'Algérie, j'ai vu des gens porter un maillot avec les deux faces de chaque côté. Un l'Algérie, un le Maroc. Et à chaque fois, les gens nous disent « mais non, ce sont nos frères ». Et moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé et je trouve ça magnifique. Et c'est aussi ça la CAN, c'est qu'on est en train de voir que ces deux pays, que peut-être on avait certaines idées reçues, et bien en fait s'apprécient beaucoup. Peut-être que tu peux rajouter aussi un petit mot là-dessus. Mais je trouve que déjà c'est hyper frappant, comme tu le dis, qu'on a presque galéré à rencontrer quelqu'un, parce qu'en gros donc, le jeu c'était de leur faire croire qu'ils allaient gagner un maillot du Maroc, et en fait ils tiraient un maillot de l'Algérie. Et ce qui était assez drôle, c'est qu'en fait les supporters, ils n'étaient pas du tout dégoûtés d'avoir un maillot de l'Algérie, ils étaient super contents. Donc on galérait à le garder, le maillot, parce qu'ils voulaient le garder. Parce qu'à chaque fois, ils nous disaient, mais ce sont nos frères, on les supporte, on les soutient et on espère qu'ils iront loin. Et qu'il y aura un Maroc-Algérie. Et ça, franchement, on aimerait tellement voir cette affiche. Parce que ce serait magnifique dans le stade. Tout le monde veut le voir. Et tout le monde sait que ça peut arriver en demi-finale. Ce serait tellement ouf. Voilà. Et ce qui est dingue aussi, c'est qu'on a commencé à le voir sur le match de l'Algérie notamment. En fait, les supporters bras dessus mélangés, qui ont même une chanson où ils chantent ensemble à la gloire de l'Algérie et du Maroc. Donc il y a une véritable fraternité. Des gens qui portent les deux drapeaux. Enfin, il y a vraiment. C'est vraiment le mot fraternité, je pense, qui décrit le mieux ça. Et je trouve que ça rejoint l'esprit CAN. Parce que dans les grandes rivalités, il y a le Cameroun-Côte d'Ivoire aussi qui est un grand classique. Et d'ailleurs, le match là, ça va être exceptionnel. Bref, on a hâte. Marrakech le 28, on n'a même pas eu le temps d'en parler. Mais de toute façon, voilà, on ne peut pas tout voir, on ne peut pas tout faire malheureusement. Mais ça va être exceptionnel. Mais c'est dans la même veine où en fait, ce sont des peuples
qui se vannent tout le temps. Ça, c'est vraiment l'esprit Cannes, ça se vanne sur les réseaux sociaux. Franchement, il y a des génies sur les réseaux qui nous sortent des vannes incroyables et improbables. Et à côté de ça, tu les verras jamais s'embrouiller autour du stade. Ah non, non. C'est ça qui est incroyable. Non, Ils sont non, tous oui. Alors oui, parce qu'on frères peut et tout. avoir aussi l'image des supporters de foot un peu excités. Pas du tout, Ah vraiment ouais. pas du tout. Et c'est vraiment agréable de voir ça. Et je pense que plus la compétition va avancer, et on espère que les deux équipes aillent loin justement, et plus la ferveur va être encore forte. Ah ouais. Et ouais, vive cette demi-finale Mais bien sûr. Algérie-Maroc. Mais je on crois que ça espère, peut arriver en quart hein, même. Hein. Ah ouais? Je sais plus exactement. Il faudra qu'on regarde le tableau. On a un On peu va- la tête sous l'eau là. On n'a pas aura le trop, temps d'en reparler. De toute façon, on essaiera de revenir à chaque fin de journée. Donc, Bien sûr. Mais tu vois, pour faire un parallèle, tu donnais cet exemple-là, on en discutait en off tout à l'heure. Enfin, la France, jamais tu vas dire ouais, on est les frères avec les Italiens. Non. Il y a un match contre l'Italie, Ouais. ça va se taper. Ah bah non, tu vois, nous, c'est dur. C'est nos pires ennemis à Voilà, chaque c'est fois. Hein. Vous pouvez regarder tous les C'est pays ça. autour de nous, il n'y en a pas un. On qu'on va aime. se respecter, mais putain, France-Allemagne, purée, t'as pas envie de le perdre. Même quoi. les Belges, on a envie de les vanner, juste. Exactement, c'est ça. Bon, après, c'est dans la bonne ambiance quand même. Mais Oui. Marocains, Algériens, tu vois, nous, on va pas supporter les Belges pour qu'ils aillent loin. On est content pour eux, mais ça s'arrête là. Ouais. Les Marocains, les Algériens, ils disent on a envie que l'autre pays aille loin Ouais. et qu'on se retrouve ensemble plus loin. C'est Et ça, vraiment c'est ce qui cool. nous a frappé. Ouais. Un petit truc pour terminer ou on a fait le tour? Qu'est-ce qui. Bah écoute, ouais, je pense qu'on a abordé pas mal de sujets autour de l'ambiance, autour du football. Moi, je trouve qu'il y a vraiment des beaux gestes, des jeunes joueurs à suivre, très sympa. Je pense qu'on finira. Est-ce que toi qui suis bien le football africain, la Ligue 2 aussi, on n'en a pas parlé. Est-ce qu'il y a un petit joueur que tu pourrais. Tu me fais la passe D, j'en avais deux en tête Allez. qui m'ont marqué ces derniers jours. Boulbina avec l'Algérie, qui je trouve a fait une très belle entrée. Petit crochet, cassage de rein dans la surface. Il s'est fait engueuler par Bagdad Bounedjah sur l'action. Mais franchement, je pense que les Algériens sont d'accord avec moi. Il fait ce qu'il faut. Juste, il y a la petite finition à faire derrière. Mais Boulbina à suivre. Un joueur qui pourrait en plus arriver en Europe. Hein. On imagine bien que ça aussi, cette compétition, elle est très intéressante pour ça, pour les gros clubs européens, les clubs qui cherchent des joueurs, des pépites notamment. Un garçon comme Boulbina, je pense que c'est vraiment, il faut foncer dessus. Et tu me parlais de la Ligue 2. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi en termes de crochet, cassage de rein, Syria Kyrie, qui était à l'Estac à 3 et qui évolue désormais dans. Où est-ce qu'il joue déjà Syria Kyrie? Je crois que c'est en Allemagne. Je sais même plus, tu vois. J'ai pas envie de dire de bêtises. Ouais, Je il peux me semble regarder si qu'il tu a veux. signé en Allemagne. Mais vas-y, finis. Qu'il a signé en Allemagne cet été. J'irai à Fribourg peut-être. Je sais Je plus. vais regarder. Mais Syria Kyrie, crochet, cassage de rein et centre derrière à la dernière minute qui débouche sur le but de Tapsoba lors du match Burkina-Guinée équatoriale. Enfin, vraiment des joueurs comme ça, des joueurs frissons. Voilà, après il y a les classiques, hein, Mahrez aussi, le petit. C'est Fribourg, C'est Fribourg, voilà, c'est ça. Avec le Burkina Faso. Et avec le Burkina Faso. Voilà, donc tu vois, c'est des joueurs frissons. Je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs frissons et de gestes frissons surtout. Là aussi, on parle, il y a des grosses équipes, des grosses nations et il y a des gros joueurs dans chaque nation. Et ça, c'est un truc qui régale et qui nous fait plaisir sur cette CAN-là parce que pour l'instant, les grosses équipes sont au rendez-vous. Il y a de la pépite, il y a de la star qui répond présent. Franchement, on ne demande qu'à voir la suite Bah avec ouais, cette et deuxième journée qui ça, sera voilà, pleine de chocs. Ça s'annonce incroyable. Vous pouvez vivre ça sur les antennes de beIN Sport, évidemment. Tous les matchs sont en intégralité sur nos antennes. Les résumés aussi sur les réseaux sociaux. Et puis, on se donne rendez-vous dans pas longtemps parce que ça va aller vite encore cette deuxième journée. Et merci à tous de nous suivre. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à écouter les autres podcasts de ce Cannes Stories. À très bientôt. Salut! Salut!